Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 2 août 2022. Vincent Gagne, bienvenue. Chers amis, installez-vous confortablement. Nous allons parler des temps forts fondamentaux de la semaine avec le retour du thème d'inquiétude géopolitique. Or, il ne s'agit plus des États-Unis contre la Russie, mais d'un retour des tensions sino-américaines. C'est le temps fort du milieu de cette semaine, la visite possible de Mme Pelosi à Taïwan, la rencontre possible de Mme Pelosi, la chef de la Chambre des représentants aux États-Unis, une des deux parties du Congrès, l'autre partie étant le Sénat des États-Unis. Bref, si cette visite a lieu, cela pourrait nuire aux actifs risqués en fonction de la réaction de la Chine. En tout cas, le marché joue à se faire peur. C'est pas très sérieux de jouer à se faire peur comme ça. Moi, j'ai le sentiment, si cet épisode se passe bien, les actifs risqués verront la poursuite de la reprise, celle qui a eu lieu en juillet, une reprise vigoureuse des actifs risqués ce mois de juillet. Alors, nous allons parler de tout ça. Le marché est entré en consolidation, c'est logique, après ces puissantes performances haussières du marché crypto et du marché action au mois de juillet. Prise de bénéfices logique, en attendant la visite donc, de Mme Pelosi et surtout le temps fort fondamental de la semaine. Le vrai, c'est la publication vendredi du rapport NFP aux États-Unis. NFP pour Non-Farm Payrolls, c'est-à-dire le rapport sur le marché du travail aux États-Unis, à un moment où tout le monde s'interroge sur l'existence d'une récession aux États-Unis. Vous l'avez suivi la semaine dernière, les États-Unis sont en récession technique parce qu'il y a eu 2 trimestres consécutifs d'un taux de croissance négatif du produit intérieur brut, mais pour la Réserve fédérale des États-Unis, une récession réelle, c'est l'envolée du taux de chômage. Et pour le moment, il est stable. Alors, sera-t-il encore stable lors de sa mise à jour ce vendredi? Et voilà la clé pour la suite de l'été, pour les actions, pour les cryptos. Voilà, alors et puis bien sûr, on va parler de technique, analyse technique, Bitcoin, Ethereum, BNB et SAND. S-A-N-D. Allez, c'est parti. J'ai envie de vous montrer un certain nombre de choses, des illustrations, des petits tips, des sources d'informations, enfin plein de choses. Alors oui, au passage, vous avez noté, je réutilise mon ancien micro. Je trouve que c'est mieux finalement le son. Bon, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Cette histoire de son, tout le monde a son avis. C'est mieux avec le micro cravate, c'est mieux avec le micro pas cravate, classique. Bon, je ne sais pas. Alors, première semaine du mois d'août. Déjà, des performances exceptionnelles en juillet. Alors, bien sûr que j'exagère, en tout cas plus vues depuis longtemps. Notamment un superbe rebond du marché action représenté ici par le contrat futur S&P 500. Je peux montrer le contrat futur CAC 40. En données journalières, c'est beaucoup plus impressionnant. Il est logique, après une telle hausse qui a commencé début juillet, de prendre des bénéfices. Bon, très bien. Maintenant, la suite. Alors, je viens ici sur mon compte Twitter. Alors, non pas pour vous proposer de me suivre, mais naturellement, si vous avez envie, vous pouvez. Non, parce que je viens de m'abonner à un compte très intéressant. Alors, attention, j'insiste, c'est un compte de propagande chinoise. Global Times Commentator. Alors, c'est précisé par Twitter que c'est un compte Twitter affilié au gouvernement chinois. Mais cela permet de voir, et c'est en anglais, la façon dont la Chine perçoit la visite de Mme Pelosi en Chine. Et la dernière communication a eu lieu ce matin, basée sur ce que je sais. En réponse à la visite possible de Taïwan, Pékin a formulé une série de contre-mesures, incluant des actions militaires. Mais de quoi s'agit-il ? Des actions militaires contre Taïwan, des actions militaires contre l'armée américaine, contre la flotte américaine du Pacifique, des actions militaires contre Mme Pelosi, une simple démonstration dans l'espace aérien taïwanais, on ne sait pas. Tout se joue ce milieu de semaine. Je pense que, et c'est pas sérieux, mais bon, ça, il faut demander des comptes à la classe politique. Tout le monde joue à se faire peur. Je trouve que c'est pas sérieux
vis-à-vis du commun des mortels, vis-à-vis de nous. Mais ce compte Twitter, je vais le suivre et je commence parce qu'il donne la vision du côté de la propagande chinoise et il ne semble pas prêt à lâcher l'affaire. En tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'est que j'estime que si jamais ils se sont, vraiment amusés à se faire peur et que cette visite se passe ou pas et qu'on passe à autre chose, eh bien, je pense que l'énergie haussière de juillet va reprendre le dessus. Par contre, si jamais cela bascule en escalade militaire, retour tout en bas pour tous les actifs risqués. Donc voilà, c'est pour ça que c'est moins marrant. Alors, qu'est-ce qui a expliqué le rebond des actifs risqués du marché crypto en juillet? Ce sont les nouvelles anticipations de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Vous le savez, la Réserve fédérale des États-Unis, la Banque centrale américaine, a relevé son taux directeur la semaine dernière à 2,50. Pour la prochaine réunion prévue le 21 septembre, elle devrait le remonter à 3%. Pour la prochaine réunion, enfin celle d'après, de novembre, à 3,25. Et début 2023, selon cet outil qui représente le prix des contrats futurs négociés à la bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des Fed Funds, le marché anticipe des baisses de taux à partir du 15 mars 2023. Vous avez bien compris. Le marché anticipe des baisses de taux. Rappelez-vous, la bourse est toujours en avance de 6 mois à 1 an sur les fondamentaux réels. Donc le rebond du mois de juillet est lié à des anticipations d'inflexion, d'assouplissement de la politique monétaire de la Fed pour réagir à une éventuelle récession qui reste pour l'instant hypothétique. Elle est technique, mais elle est hypothétique. Hypothétique, c'est-à-dire que dans le domaine réel, il n'y a pas encore d'envolée du taux de chômage. Alors, est-ce que cela aura lieu? Eh bien, c'est pourquoi cette semaine, c'est le rapport NFP du mois de juillet qui est très important. Ce rapport NFP est donc publié. Vous êtes ici sur l'agenda économique proposé par le très bon site Trading Economics, deuxième type, ce que je vous donne. Il est très utile pour suivre la macro américaine. Ce rapport NFP sera publié vendredi 5 août à 14h30. Le marché, alors je vous montre le taux de chômage des États-Unis qui est parfaitement stable, voilà, 3,6%. Si jamais le taux de chômage devait commencer à s'envoler, là, l'économie des États-Unis entrerait vraiment en récession. D'ailleurs, je vous ai préparé un graphique, laissez-moi le chercher, qui montre les 3 dernières récessions et le taux de chômage aux États-Unis. Il est là. Voilà. Donc là, j'ai indiqué avec une ligne verticale rouge les 3 dernières récessions états-uniennes et vous avez en ligne noire avec des pointillés le taux de chômage aux États-Unis. On voit que systématiquement en récession réelle et non pas en récession technique. La récession technique étant 2 trimestres consécutifs de taux de croissance négatif du PIB. Alors, c'est ce que nous avons aux États-Unis maintenant. Je vais vous montrer ça tout de suite pour l'économie des États-Unis, en allant sur la fiche des États-Unis et en allant chercher le taux de croissance du PIB. Voilà, il y a eu, et ça a été publié la semaine dernière, 2 trimestres consécutifs de croissance négative. Donc c'est une récession technique, mais c'est un peu faible. On compare ça à la crise du Covid, ce n'est pas les mêmes données. Mais tout de même c'est technique, mais ce n'est pas encore réel. Cela pourrait l'être en cas d'envolée du taux de chômage. Et donc ce rapport sur le marché du travail est publié vendredi. Voilà chers amis, je voulais commencer cette vidéo par repréciser toutes ces données globales macro et géopolitiques, car c'est la clé de la confiance générale vis-à-vis des actifs risqués. Naturellement que le marché crypto n'est pas influencé majoritairement par l'actualité de l'écosystème. C'est un fait. C'est un fait. Oui, ça compte. C'est sûr que si tous les stablecoins s'effondrent, tout va à zéro. Mais dans l'hypothèse où ils ne s'effondrent pas, la confiance globale est liée à des facteurs externes au marché crypto. C'est pourquoi il m'a semblé intéressant de commencer par ça. La grande partie du rebond au mois de juillet a été du fait de la baisse des taux d'intérêt. Alors, vous avez sous les yeux le taux d'intérêt ici, voilà. Vous avez ici en haut à gauche le taux d'intérêt de l'Allemagne à 10 ans, qui depuis la mi-juin a chuté
celui des États-Unis. Bon, voilà, c'est l'explication. Maintenant, les taux d'intérêt se stabilisent dans leur baisse. Le marché action entre en consolidation. Je vous montre ici cette superbe résistance sur le S&P 500. C'était ma cible, la moyenne mobile à 30 semaines. Voilà, maintenant, la suite, en gros, si l'épisode de la crise taïwanaise se passe bien, eh bien, ça repart. Je pense que si nous évitons une escalade militaire agressive, nous repartirons. Et ensuite, le deuxième temps fort fondamental, c'est donc le rapport NFP qui est attendu ce vendredi. Un élément important d'arbitrage dont je vous parle souvent est en train de causer aussi des prises de profit sur le marché crypto. C'est le rebond des métaux précieux. J'ai eu l'occasion de traiter ce sujet dans ces colonnes, à savoir l'arbitrage entre l'or et l'argent et les métaux précieux. Et notez que l'or a rebondi sur un support majeur, ici en données hebdomadaires. Je vais vous montrer celui de l'argent métal qui est encore plus beau. Je vais passer ici en données hebdomadaires sur le cours de l'argent métal. Et regardez, j'adore les niveaux horizontaux propres de long terme. Et là, il est tellement superbe, ce niveau des 18,50 depuis l'année 2013. À chaque fois, il est pivot, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ici, ce fut l'accélération lors de la crise du Covid et on vient de rebondir dessus. Voilà, ce sont des éléments qui ont pu freiner la reprise du marché crypto dans l'immédiat. Alors maintenant, où en est ce marché crypto? Eh bien, on va faire un peu de long terme et ensuite, je vais passer sur les horizons de temps plus courts. Alors, où en est-on d'un point de vue idiotiste? Là, je vous invite à reprendre mes vidéos. C'est vrai que j'en ai pas parlé depuis un certain temps. Mais en fait, il y a deux hypothèses et les deux s'opposent. Alors, pour le scénario baissier, ma vidéo de la semaine dernière l'évoque très bien. C'est le retour à 10 000 $ pour X raisons qui sont liées aux proportions, à l'Ishimoku. Tout ça, je vous renvoie à ma vidéo de la semaine dernière. Maintenant, pour le cycle idiotiste, on va partir du décompte, on va partir de décembre 2018, c'est-à-dire le point bas après les 85% de baisse, après que le marché ait atteint pour la première fois les 20 000 $. Il y a eu une première jambe de hausse. Alors, en vague d'Elliott, le marché principal, c'est 5 temps. Une première vague, une deuxième vague, elle-même en 3 temps. Une grande 3 que nous connaissons, qui est portée par le Covid. Et là, le débat, il est de savoir si, soit on a fait la 4 et la 5 ici, et en fait c'est terminé, et nous sommes dans un grand bear market, ou l'autre hypothèse, c'est que nous serions en train de faire la 4 qui aurait été fait par un mouvement en ABC classique. Un mouvement en ABC classique avec en plus une C qui représente donc A, B, C, 1,61,8 d'extension de la A au top de la B, 1,61,8 étant le nombre d'or. L'hypothèse baissière, maintenant, est que le marché en fait est déjà fait à la grande 5. Et donc on ne va pas aller à 100 000 de sitôt. Et que nous soyons dans une grande phase de baisse, elle-même décomposée en 3 temps. Une grande A, une grande B et une grande C qui nous ramène à 10 000. Et nous aurions fait ici la grande A, sous-divisée en 3 temps ABC. Nous serions dans une vague de rebond, une grande B, avant une grande C qui nous ramène à 10 000 $. Voilà les deux hypothèses de fond. Alors, l'hypothèse d'une C terminée ici, donc d'une grande 4 avant de repartir, et là nous aurions démarré la grande 5 impulsive. Bon, c'est l'hypothèse la plus attrayante, on a tous envie d'y croire, mais bon, voilà, là on est encore dans le domaine, de l'imaginaire, donc restons prudents. Alors, avant de passer en intraday, le cours du Bitcoin en données journalières. Je vais retirer ici le système Ishimoku. Voilà la reprise du mois de juillet. 19 000 $, 24 000. Oui, en pourcentage, c'est intéressant. D'un point de vue absolu, c'est pas fantastique non plus. En fait, si vous me posez la question, je ne sais pas si vous avez envie de me la poser, de savoir quel serait le niveau de prix à dépasser pour vraiment repartir en bull market.
Pour moi, il faut redépasser la zone de résistance des 30 000 $. C'était le point bas de l'été dernier. C'est vraiment là, c'est le pivot sur les graphiques de long terme. Donc même si là, on devait rebondir à 25 000, ou retester 18 et aller à 25, ou aller à 15, rebondir à 25, pour interrompre la séquence baissière qui en fait a démarré au printemps 2021, il faudrait redépasser avec volume et vigueur la zone des 30 000 $. Vous voyez qu'on en est loin. Nous en sommes encore loin. Alors, en données journalières, le contrat futur perpétuel Bitcoin. Je suis dérangé par le fait que l'on reste dans cette pattern qui peut s'apparenter à une version miniature de ce grand canal dont le marché était sorti par le bas. Et vous voyez, 2 échecs à la sortie par le haut. Mais il est vrai qu'il y a ici des impulsions, et si j'y ajoute les enseignements du système Ishimoku, nous sommes entrés dans le nuage, alors que lorsque nous étions en dessous, c'était baissier. Regardez comment la lagging span en journalier vient flirter avec la Kijun. C'est la résistance du moment, je vais vous montrer en intraday. Il suffirait de voir une lagging span dépasser la Kijun pour remonter à 25 et aller chercher la vraie zone de résistance pivot, qui est pour moi ici, les 28-30 000 $. C'est vraiment cette zone. Regardez, c'était le point bas de l'été. On le retrouve ici. Voilà. C'est pour moi, c'est ça, la seule zone qui relancerait le bull run. C'est cette zone de résistance qu'il faut dépasser pour repartir à 65. En dessous, tout est possible. Rebond technique à 25, rebond technique à 28. Mais tant qu'on échoue sous cette énorme zone de long terme, il n'y aura pas de bull market. Alors si les investisseurs, le marché, la finance institutionnelle, on peut appeler ça comme on veut, s'amusent à se faire peur avec ce thème géopolitique et que tout se passe bien, qu'il n'y a pas d'escalade militaire, oui, je pense que l'on peut revenir à 25 et revenir à 28 000, 30 000 $. Ensuite, je ne sais pas ce qui se passera après. Bon, dans l'immédiat, ça retrace avec le marché action pour le cours du Bitcoin. Je suis ici en données 4 heures, vous retrouvez le canal dont je viens de vous parler, avec 2 échecs de sortie par le haut. Là, ça retrace. Je vais y ajouter les enseignements du multi-time frame Ishimoku. Pardon pour l'accent, je n'ai pas fait d'effort. Et alors, regardez comme c'est intéressant. Vous avez donc les bougies japonaises H4 et l'Ishimoku selon plusieurs horizons de temps. Lorsque c'est D, c'est daily, W, c'est weekly. En orange, c'est celui de l'horizon de temps affiché, c'est-à-dire le H4. Regardez comme la lagging span en journalier vient travailler la Kijun-sen. Et regardez, tous les points hauts d'hier sont des tests de Kijun-sen. Donc en gros, pour repasser aussi en intraday, il faut redépasser 23 100. On redépasse 23 100, on ira chercher 25. Tant qu'on est en dessous, on glisse. Et on peut glisser jusqu'à 21 500, qui est l'invalidation de la hausse, à mon humble avis. À mon très humble avis. ETH a fait son rebond. ETH a fait son job aussi. Ça diverge à court terme. Belle divergence en données journalières que l'on voit sur ETH USD. Après avoir testé le point de rejet du 10 juin dernier. Alors oui, on a dépassé la moyenne mobile à 50 jours. Oui, ça se retourne à la hausse. On sait très bien qu'ici, c'était vraiment les croisements haussiers des MM50 sur la 100 qui avaient donné le point de départ. C'était le Golden Cross. Mais là, nous sommes sous l'impact d'un Death Cross. Le Golden Cross, il est loin. Il faut voir la MM50 croise à la hausse, la MM200. Bon, en tout cas, elle fait support. J'y ajoute le système Ishimoku. On est sorti par le haut du nuage. Mais regardez le point haut récent, c'est la lagging span qui a tapé le nuage. Donc là, dans l'immédiat, on retrace un peu. Bon, l'invalidation de la hausse, ce serait re-rentrer dans ce nuage, re-rentrer dans le nuage. Et ce qui correspond ici aux 1530 $, qui est l'ancien record historique. Donc, il y a beaucoup de convergence de niveau technique. Et donc, là, dans l'immédiat, ça retrace, ça peut retracer jusqu'à 1530. C'est dans cette zone qu'il faudrait voir le marché réagir à la hausse sous peine de remettre en cause le rebond récent. Pour le BNB, c'est pareil, superbe reprise de la MM50, le rebond sur 211, nous savons ce que c'est, c'était le bas de l'énorme range de long terme, très bien, elle change de pente, c'est bien,
de la même façon comme pour ETHUSD, il y a un début de div, on retrace, mais on reste en phase de reprise. Le premier support se situe à 270 $. J'y ajoute les enseignements du système Ishimoku où on a une conjonction de nuages et de Kijun à 260. En gros, ça peut retomber à 260, on peut retester ce niveau. C'est la zone sur laquelle il faut réagir pour préserver le rebond. Regardez que le point récent est un test de lagging span sur le nuage. Donc voilà, là je vous montre les enseignements du système Ishimoku. Donc là, on peut revenir travailler cette zone. C'est une zone d'achat qui se tente en gérant son risque. Ensuite, ce sont les fondamentaux de la semaine qui apporteront la réponse. Pelosi Taïwan et le rapport NFP aux États-Unis, vendredi. C'est la même chose sur notre ami SAND, Sand, on peut l'appeler comme on veut. Oui, il est tentant. Je sais, je l'ai vu. Certains y voient une épaule tête épaule inversée. Bon, je ne sais pas si c'est une épaule tête épaule inversée. Ce que je sais, c'est qu'il existe un seuil pivot que tout le monde a vu à 1,50 $, car ces 1,50 $ seraient la ligne de coup d'une éventuelle épaule tête épaule inversée. Les 150 $ sont le point de contact avec cette superbe ligne de tendance baissière chartiste. Et donc, dans l'immédiat, nous sommes neutres entre la MM55 qui a pris une pente haussière, donc qui se situe à 1,12, 1,13, et les 1,50. C'est neutre entre 1,12 et 1,50. Et Ishimoku nous dit quoi? Ben regardez, le nuage, 1,12. Entre 1,12 et 1,50, c'est neutre. Au-dessus d'un 50 haussier, en dessous d'un 12, on va à la cave. Voilà, chers amis. J'espère que ce Cryptos Technical Briefing vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. À regarder aussi nos liens dans la description avec notre livre sur le marché crypto, sur la blockchain, avec notre groupe privé. Et puis, voilà. Passez une bonne semaine et à mardi prochain.